vous avez parlé de codage. On va plus généralement voir comment faire évoluer et transformer notre système éducatif à partir de l'arrivée, de l'existence du digital, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et pour cela, j'appelle Sarah Benayou, Nicolas Sekaki et Claude Desrosiers. Que l'on peut certainement applaudir, même s'ils n'ont encore rien dit. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour, Nicolas, bonjour, très bien et vous? Alors, on va tout de suite attaquer les choses. Peut-être passer la parole à vous, Sarah, cofondatrice et directrice générale de Cartable, une start-up d'enseignement en ligne. Donc on voit que là, les acteurs sont avec nous et sur scène pour cette nouvelle séquence. C'est une grande aventure entrepreneuriale avec Julien Cohen-Solal. Vous êtes passionné de maths. Tout à fait. Comment les choses se sont-elles produites? Quel a été le cheminement pour arriver à cette start-up? Alors en fait, donc mon associé et moi, on s'est rencontrés en école, tous les deux, et on était passionnés de mathématiques, on donnait énormément de cours particuliers à HEC. Et en fait, quand on a terminé, moi j'ai monté une école de soutien scolaire, donc une école de maths. J'avais des élèves qui venaient en seconde, première, terminale prendre des cours. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était difficile de grandir. Je pouvais avoir un prof, 2 profs, 10 profs, mais au bout d'un moment, l'enseignement était de moins en moins bon, plus j'avais de profs, et que le numérique pouvait faire énormément pour ça, qu'on était capable de monter un site, une plateforme hyper qualitative pour tous les élèves. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé Cartable. Autre expérience avec Claude Desrosiers, fondatrice de Magic Makers 2017. Qu'est-ce et comment avez-vous vous-même eu cette idée et de passer à l'acte? Magic Makers, on a 4 ans et demi et nous, on apprend aux enfants à programmer, à créer des jeux vidéo, des robots pour les enfants de 7 à 15 ans. Moi, j'ai eu cette idée-là parce que je suis ingénieure télécom Paris-Tech, donc j'ai fait prépa. J'ai appris à programmer quand j'avais 20 ans en école d'ingénieur. Et en fait, j'ai eu la chance, quand mon fils avait 8 ans, donc c'était 2012, tout d'un coup de réaliser qu'en fait, on était en train de vivre juste une révolution incroyable. C'est-à-dire que ce que j'avais appris moi, en école d'ingénieur il y a 20 ans, la programmation, l'informatique, c'était en train de changer la vie de tout le monde. C'était en train de changer la façon dont on était reliés les uns aux autres avec les réseaux sociaux, la façon dont on travaillait avec les documents collaboratifs, la façon dont on peut trouver de l'information partout. Et que, en fait, moi, je comprenais ce qui se passait parce que j'avais la chance de faire une école d'ingénieur, de savoir ce que ça voulait dire Internet et de comprendre comment ça fonctionnait, ce qu'on pouvait faire. Et je me suis dit que c'était juste pas normal qu'il y ait quelques pourcents de la population qui sache faire. À l'époque, j'ai cherché des cours de code pour mon fils en me disant, en fait, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à 8 ans que d'apprendre à 20 ans. Parce que, alors pour le coup, apprendre l'anglais ou la musique à 20 ans, je vous laisse, vous voyez bien que c'est plus dur. Le code, c'est pareil, c'est juste une façon très structurée de raisonner. Et donc voilà, Vous le faites de façon associative? C'est une entreprise? C'est une entreprise. Donc on achète vos services? En fait, c'est une entreprise, on le fait en extrascolaire. C'est-à-dire que les enfants vont s'inscrire dans les ateliers Magic Makers comme un cours de sport ou de musique. Ils vont venir toutes les semaines, 1h30 par semaine. On fait aussi des stages à chaque vacances et on fait ça. On a 8 cursus annuels, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à 7 ans, sortir à 15 ans. Et avec des activités et des outils adaptés à chaque âge, ils vont commencer par créer des choses qui ont du sens pour eux. On le fait de façon super ludique. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait quelqu'un de la Fondation Montessori. On est dans la pédagogie active. On propose aux enfants de créer des choses, ça marche. Et en créant, en faisant des choses sympas, ils vont apprendre et se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils utilisent tous les jours, quand vous êtes sur votre smartphone, en fait, c'est fait par des gens comme vous et moi, avec une intention, une logique, et que l'enjeu, c'est de se sentir capable de faire ça aussi, en tant qu'enfant. Nicolas Sekaki, vous êtes président d'IBM France. Là, on change de dimension, j'allais dire. Vous n'êtes pas au départ connu, en tout cas, pas vous, mais votre entreprise, pour être dans l'éducation, dans l'enseignement. De fait, c'est devenu une nécessité. Comment vous analysez, vous approchez cette question de l'enseignement et du numérique? Je voudrais réagir tout à l'heure parce que je pense d'abord le numérique, il va transformer, il transforme nos vies. D'ailleurs, on voit au quotidien, donc on a besoin de le connaître, mais il transforme aussi qui nous sommes. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait il n'y a pas d'étudiants sur le plateau. Je pense que ce qui change fondamentalement aussi dans le système éducatif, c'est que d'habitude, on vous formait une connaissance, on vous formait à être ingénieur, et puis derrière, vous aviez votre carrière qui était faite. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à nouveau des étudiants toute notre vie. Et que si le numérique est en train de transformer les métiers,
Si 50% des métiers de demain n'existent pas encore, oui, il faut former la nouvelle génération, mais qu'est-ce qu'on fait de la génération qui est au travail aujourd'hui? Et le seul moyen que la génération qui soit au travail aujourd'hui puisse continuer à être adaptable, pertinent, etc., c'est qu'il faut aussi qu'elle soit apprenante, et donc il faut aussi avoir des enseignants chez vous-même. Donc en fait, c'est cette passerelle-là qui est extrêmement intéressante, quels que soient les âges, que ce soit la maternelle, que ce soit l'école au bac, que ce soit l'intégration, que ce soit plus tard, il faut qu'il y ait ces passerelles-là qui soient faites. Et donc effectivement, en tant que chef d'entreprise, en tant que parent, en tant que citoyen, on a besoin de comprendre comment on va utiliser des technologies pour pouvoir nous transformer et apprendre. Donc en fait, on va apprendre à apprendre. Et je pense que le véritable enjeu, c'est d'apprendre à apprendre, quels que soient les âges. Et donc on a un rôle social et on y travaille. On travaille avec les enseignants, on travaille avec les étudiants. On pilote beaucoup de choses. On essaie de travailler en écosystème aussi. Concrètement, vous faites comment? Enfin, c'est quoi les types d'approches que vous avez? On a vu 2 exemples là très, très concrets. Vous-même, avec votre... Alors, on a plusieurs sujets, parce que, par exemple, il y a Jean-Louis Pierrel qui s'occupe de l'éducation. On a déjà une équipe qui était en contact avec les enseignants, parce que je pense que ce qui est important, c'est la curiosité. Il faut surtout éviter l'ignorance là-dedans. C'est de quoi ont besoin les enseignants et de quoi ont besoin les entreprises. C'est pas un tabou. Et de quoi ont besoin les étudiants et les élèves. Donc, on a par exemple, on encourage le volontariat. On a plus de 200 IBMers, entre guillemets, de personnes d'IBM qui donnent des cours, que ce soit sur le coding, dans les villes. On essaie aussi beaucoup de travailler sur les jeunes filles aussi. On se rend bien compte que dans l'informatique... Mais elles font ça dans un cadre de leur fonction chez IBM ou elles font ça en plus de leurs activités? Elles font ça dans le cadre de leur fonction chez IBM, mais aussi en tant que volontariat, des fois sur le temps de travail IBM. On a la chance d'avoir beaucoup de cadres, donc on encourage, on donne des moyens, on donne des structures, mais c'est vraiment une volonté personnelle. Ce que nous essayons de faire en ce moment, c'est justement de dire, il y a beaucoup de volonté aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes volontés, un peu partout. Le corps enseignant a envie de le faire. Par exemple, on reçoit chaque année, en septembre, on reçoit entre 250 et 400 enseignants chez nous, chez IBM, et on a un véritable dialogue. Mais si on veut avoir un véritable impact sur la société, il faut qu'on s'organise. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a 2 grosses initiatives qu'on essaye de mener à bien. Et on verra, on l'a fait dans le monde, on essaie de le faire en France. On est sur les lycées professionnels et les BTS. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut travailler à être finalement, à donner des moyens à ces étudiants qui veulent s'en sortir, d'accéder à l'entreprise, au monde de l'entreprise, d'être capable d'être coaché, d'avoir quelqu'un qui fait du business. On a appelé ça PITech. On a une centaine d'établissements dans le monde. Donc on travaille en ce moment, on verra si ça marche, mais on travaille avec le ministère de l'Éducation, on travaille avec des proviseurs, des enseignants. On va essayer de piloter ça en France dans 2-3 lycées. On travaille aussi avec quelques régions. Et puis aussi avec des partenaires français, parce qu'il ne faut pas être tout seul là-dedans, pour essayer de pouvoir ouvrir 2 classes PITech l'année prochaine. Puis on travaille aussi sur une plateforme digitale. Donc on a en fait plein de projets en ce moment. Avant, on était plutôt institutionnel avec du volontariat, et là on essaie d'avoir un impact aussi pour nous et apprendre à apprendre. Sarah Benayoun, est-ce qu'on l'a vu là dans la table ronde d'avant sur la difficulté quand on a plus d'1 million d'employés, de collaborateurs finalement, quand on est ministre de l'Éducation nationale, la difficulté, la lourdeur à transformer un système? Est-ce que le monde de l'éducation est facile à pénétrer quand on est un entrepreneur? Pas complètement. Nous, chez Cartable, on a pris un parti très différent. On aurait pu, depuis le début, depuis le début de l'aventure Cartable, on a décidé de se focaliser uniquement sur les élèves et d'avoir un modèle directement tourné vers le consommateur final, donc vers l'élève. Du coup, on n'a pas eu de difficulté à faire accepter la solution forcément, parce qu'on était parti directement sur un modèle B2C. Donc nous, c'est pas vraiment notre sujet. Mais je pense effectivement que quand on a commencé en tout cas à discuter, on aurait pu se dire on va faire notre modèle en répondant à des appels d'offres publics et en essayant de faire changer les choses par le côté administratif. Nous, c'est pas la voie qu'on a choisie du tout. On a décidé de pouvoir... Oui, mais votre offre aussi, elle est nouvelle, elle est disruptive finalement. C'est très disruptif, mais en fait, pour l'élève, c'est finalement assez intuitif. Donc, vu que c'est lui notre utilisateur final, il n'a pas eu beaucoup de mal à l'accepter, à se rendre compte que ça correspondait à ses usages du quotidien, à réviser ses contrôles avec Cartable, par exemple. On n'a pas énormément d'évangélisation à faire côté élève, parce qu'on a fait exprès de créer une solution qui soit super naturelle et qui réponde à leurs besoins aujourd'hui. On a un peu plus d'évangélisation côté parents, effectivement. Et je suis dans la salle, par exemple, comment j'accède à vos services? Vous téléchargez l'application Cartable, vous allez sur cartable.fr, vous créez un compte ou vous vous connectez si vous en avez déjà un, et puis vous accédez à tous vos cours, de toutes les matières, tous les exercices que vous pouvez utiliser.
Très simplement, en fait. D'accord. Sur votre smartphone, en 3 clics, vous avez accès à tous vos cours. D'accord. Est-ce qu'on est maintenant prisonnier de la nécessité d'apprendre le codage quand on est jeune, élève ou étudiant? Et quand on est jeune, c'est à tout âge. Hein. Je pense que Nicolas, il doit savoir coder, mais je ne lui pose pas la question. Ouais, je peux répondre à celle-là? Bien sûr. Ça me démange. À laquelle? Non, en fait, je trouve ça intéressant parce que vous posez la question en demandant est-ce qu'on est prisonnier de devoir apprendre le codage? Je trouve ça un peu une vision triste de la chose. Ouais. La réalité, c'est que le numérique, il est là, il ne va pas disparaître. L'homme, l'humanité, en fait, l'homme, quand il a un outil qui marche, il l'utilise. Le numérique, ça permet quand même de faire des choses extraordinaires. Je veux dire, si vous prenez la médecine, on a décodé tout le génome humain. C'est parce que les ordinateurs nous ont permis d'automatiser ça, sinon on ne l'aurait pas fait. Ça permet, moi-même en tant que chef d'entreprise, pour monter ma boîte, je pense que c'est plus facile aujourd'hui parce que vous avez une question, vous allez sur Internet, vous trouvez la réponse, vous rentrez en relation avec quelqu'un qui vous aide. Même les services administratifs, de plus en plus, sont sur le numérique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le numérique ne va pas disparaître, il ne va faire qu'augmenter, ou alors l'humanité va disparaître dans une 3e guerre mondiale. C'est l'un ou l'autre, mais en attendant, c'est la tendance actuelle. Moi, je vois ça comme une opportunité. C'est une opportunité d'inventer des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Et pour faire ça, il faut se sentir capable de faire des choses avec le numérique. Donc il faut comprendre la programmation. Alors attention, moi, mon discours, il n'est pas de dire que tout le monde doit devenir développeur. Ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'en réalité, pour faire quelque chose, vous avez un projet, un problème, vous voulez créer, je sais pas, faire quelque chose, vous avez besoin de complémentarité. Il y a des gens qui vont être ceux qui vont coder, puis il y a des gens qui vont se demander qu'est-ce que je fais comme Sarah s'est posé la question, elle s'est dit, voilà, je vais aider les enfants à mieux apprendre les maths. Qu'est-ce que je peux leur donner? Comment je peux faire pour que ce soit simple pour eux, pour qu'ils se connectent? Ils se posaient la question, mon cours, je n'ai pas compris, ils vont aller chercher un cours de référence et le bon exercice. Vous voyez, vous vous posez des questions. Donc pour moi, tout ça est complémentaire. Par contre, Sarah, pour faire sa plateforme qui permet aux élèves de réviser tout seuls à leur rythme et de façon efficace, elle a utilisé le numérique, elle s'est associée avec des gens qui savaient développer, et c'est parce qu'elle a compris ce qu'on pouvait faire en développant qu'elle a pu monter sa plateforme et toucher beaucoup plus d'enfants que quand elle faisait juste quelques cours de soutien avec une dizaine de profs. Donc pour moi, l'enjeu, c'est pas une question de subir justement, il ne faut pas subir le numérique. Et pour ne pas le subir, il faut revenir en capacité, et pour ça, on ne peut pas comprendre quelque chose de façon théorique, il faut faire un peu. Alors qu'est-ce qui fait du codage ici? Qu'est-ce qui sait coder? Vous, oui, je pense, non? Vous? Bon, on est devant un constat, comment vous le qualifiez? Affligeant? Non, mais alors, il faut regarder la réalité. C'est pour ça que moi j'ai monté Magic Makers. C'est parce que je considère que c'est un enjeu citoyen. Et je considère surtout qu'il n'y a pas de fatalité. Le code, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est une question de pédagogie et de commencer jeune. On apprend tous à faire des choses extrêmement compliquées. Compter, faire une rédaction, c'est compliqué. Et on apprend tous jeunes et dans la durée, dans la pratique. Donc c'est pour ça que c'est très bien que l'éducation nationale ait mis la programmation au programme scolaire. Je rappelle que c'est obligatoire à partir de la 5e et qu'il y a plein de choses qui sont en place pour qu'on en fasse de plus en plus au lycée. Et c'est ce mouvement qu'il faut accompagner pour préparer le futur. Qu'est-ce qui souhaite intervenir à ce stade? N'hésitez pas. Hein. Une réflexion, une expérience personnelle, une question. Sentez-vous libre d'intervenir quand vous voulez. Grégoire Sainty. Est-ce qu'on a un micro? Merci. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez fondé Magic Maker. Votre constat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver? On voit que d'un côté, il y a des besoins qui sont gigantesques. D'un autre côté, il y a des réussites exceptionnelles. Je pense en particulier à l'école 42. Quand on entend en France comme à l'étranger dire c'est sans doute une des meilleures écoles de développeurs au monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour... On sait qu'on a tous ces talents-là. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour accélérer, pour arriver à catalyser le fait que ce nouveau langage, savoir coder informatiquement, qui est un territoire extraordinaire de création et qui ouvre tellement de perspectives à ceux qui savent s'en emparer,
Comment est-ce qu'on fait pour accélérer les choses et pour les catalyser? Parce qu'on voit bien que c'est une clé majeure pour demain. Il faut accompagner ceux qui accompagnent les enfants. Donc l'enjeu pour moi, c'est la formation des enseignants. En réalité, c'est eux qui sont face aux enfants et à tous les enfants, puisque l'école, en France, on a la chance qu'elle soit publique, gratuite et obligatoire. Donc c'est une chance énorme. Et donc en fait, si vous voulez que les enfants ils apprennent à programmer, si vous voulez qu'ils comprennent que c'est facile, si vous voulez qu'ils apprennent à travailler ensemble, qu'ils apprennent à se tromper pour trouver la solution, en fait, il faut permettre aux enseignants de faire la même chose. Il faut eux-mêmes leur... Parce que la réalité, c'est qu'on a tous un peu peur du numérique, parce qu'on a peur des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, en fait, il faut démythifier, il faut simplifier. Nous, on a monté un programme qui s'appelle Class Code. C'est un projet investissement d'avenir, donc financé par la Caisse des dépôts, piloté par INRIA. Donc, nous, on a porté la direction pédagogique de ça avec Magic Makers. Et l'enjeu, c'était de faire des formations en ligne, 5 MOOC de 3 à 4 semaines, pour proposer aux enseignants, aux animateurs du périscolaire, de eux-mêmes comprendre, se mettre à programmer et réfléchir sur comment transmettre ça aux jeunes. L'enjeu était exactement celui-là, de démocratiser, d'accompagner. Ok, qu'est-ce qui souhaite intervenir? Bon, alors, je vais poser une question à Nicolas Sekaki, puis je vais prendre un micro, je vais venir un petit peu me balader dans la salle pour avoir quelques-unes de vos réactions. Bonjour, Véronique Brown. D'abord, je vous remercie pour cette journée. Surtout, mon intervention est pour les jeunes ici. C'est très difficile de prendre la parole. Et je pense qu'à l'école, on ne vous a pas appris à prendre la parole. Allez-y, posez vos questions. Je suis sûre que tous ces jeunes, ils ont au moins un rêve. Eh bien, faites-nous part de votre rêve. Posez votre question. Allez-y. Alors, on va vous donner un micro. On a tout le temps, tout va bien. Le temps que le micro arrive à vous. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Madame Claude Thérault. Ah, Madame Sarah. Comment mesurez-vous les effets de l'application Cartable pour le consommateur final? En fait, on organise déjà, on reçoit des témoignages tous les jours des élèves qui nous utilisent, qui nous témoignent le fait que ça les a aidés à progresser, que ça les remotive de temps en temps, etc. Et on organise tous les ans un sondage à la fin de l'année auprès de l'ensemble de nos élèves pour savoir s'ils ont eu leur bac. On n'a pas que des terminales, mais bon, s'ils ont eu leur bac français, leur brevet, s'ils ont progressé cette année, si ça leur a servi, ce qu'ils en ont pensé, etc. Donc c'est comme ça qu'on mesure les résultats. Par exemple, l'année dernière, on a refait notre sondage et les élèves nous ont témoigné avoir gagné environ 3,7 points en utilisant Cartable régulièrement, par exemple. Où on a leur taux de réussite au bac ou ce genre de choses. Merci. Ils vous font des propositions? Il y a des échanges sur l'amélioration? Tout le temps, Ouais. évidemment, on leur demande. Est-ce que bien. vous apprenez mieux comme ci ou comme ça? De quoi vous auriez besoin en plus? Bien sûr, on leur demande en permanence. Ok. Quel est votre prénom et de quelle école vous êtes? Je suis de Edgar Quinet Ouais. et je m'appelle Daniel Cordula. Ok. Et votre rêve, enfin votre ambition, votre envie? Alors là, je ne sais pas. Ouais, ben, je crois que c'était à peu près le cas de tout le monde jusqu'au moment où on trouve l'idée. Mais excusez-moi, j'ai encore une autre question pour la dame. Ouais. Je voudrais Elle vous plaît, la savoir, dame, là, hein? La dame t'écoute. Allez-y. combien coûte votre application, s'il vous plaît? Alors, nous, on a une version gratuite et une version payante. On a une première version gratuite qui te permet de découvrir le service. Tu peux voir 10, 20 cours ou exercices. Et ensuite, on a des versions payantes entre 5 et 10 euros par mois pour pouvoir l'avoir en illimité. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Qu'est-ce qui souhaite intervenir? Alors, vous êtes élève en quoi? Alors, je suis élève parce que je suis un cours pour, d'ailleurs, pour les sociétés innovantes à HEC. Donc, je suis un peu dans la petite blague qui était tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se former. Sinon, dans la vie, donc j'ai plein de casquettes. Je travaille à l'APEC et je suis aussi membre avec plaisir de Cité d'entrepreneurs. Je voulais juste rajouter que pour ceux et celles qui vont se former au digital, il y a plein d'initiatives formidables.
gratuites, payantes. Et je voulais noter le Simplon qui fait des choses super. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Il y a aussi Wild Code School, beaucoup en province, en région. Hein, et il y a Open Classroom aussi, les MOOC. Enfin bref, il y a aujourd'hui à tout âge, avec toute modalité, on peut se former si vous êtes curieux sur le coding. Et il y a vraiment toutes les modalités avec des taux de reconversion, hein, des personnes de 40 ans qui se reconvertissent au codage avec Wild Code School. Donc, n'hésitez pas, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est comme tout, mais c'est un langage pour être polyglotte, comme on le disait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qui est-ce qui, dans la salle, a une idée d'entreprise ou une envie de créer une entreprise? Monsieur? Oui? Est-ce qu'on va passer un micro à monsieur? Désolé hein, d'être un peu directif, mais ça vous embête, vous ne parlez pas. Hein, je suis pas... Voilà. Monsieur là-bas qui a une idée d'entreprise, on lui passe le micro. Allez-y, allez-y, mademoiselle, c'est ça? Oui, bonjour. J'avais une question. Allez-y, ouais. Donc, je m'appelle Romane Patry, je suis en première année de BTS Gestion de la PME. J'avais une question pour vous tous les intervenants. Pensez-vous que l'on entreprend de la même manière à 20 ans ou à 50 ans? Ou à 50? Ou à 50 ans. D'accord. À n'importe quel âge. Ok, super, merci. On peut passer un micro à monsieur. Là-bas, monsieur qui lève la main. Et on voit donc, Hervé, que personne ici ne stigmatise monsieur parce qu'il parle. Au contraire, on l'encourage, on est très heureux de pouvoir partager des expériences tous ensemble. Merci. Hein. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Richard Rajid, je suis en première année de BTS Comptabilité et Gestion, au lycée Initiative. Et mon rêve, c'est de créer une entreprise. C'est un rêve depuis ma jeunesse, parce que mes frères et mes parents ont créé une entreprise. Mon père est issu de l'immigration, et il a réussi à créer une entreprise. Et c'est toujours été mon rêve. Voilà. De quoi? De réception? J'ai toujours voulu diriger une entreprise. D'accord. Vous avez une idée déjà du secteur ou de l'activité? Pas du tout. D'abord, je vais essayer de passer mon diplôme, après m'adapter à la situation. Et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Des choses qui résonnent dans ce que vous avez entendu par depuis ce matin? rapport aux startups, parce que ça a été une idée évoquée en cours, et ça m'a... en fait, j'ai eu plus d'informations dessus. Ok. Merci beaucoup pour votre témoignage et on vous encourage à le faire. Restez en contact notamment avec 100 000 entrepreneurs ou d'autres associations parce qu'on a bien compris qu'il ne fallait pas rester seul et qu'il fallait bien sûr échanger. C'est comme ça que votre projet va se mettre en place. Nicolas Sekaki, on a beaucoup parlé depuis ce matin de relations monde de l'enseignement avec l'entreprise. Comment vous réagissez à la nécessité de renforcer encore ces liens? On essaie de répondre à la question qui a été posée aussi. Bien sûr. Comment on entreprend en fonction des âges? Je ne sais pas, vous voulez commencer ou Là, on a... Oui. Moi, je pense que c'est vrai que quand vous êtes jeune, vous avez la prise de risque. Et en plus, je pense qu'on a, notamment en France, on a cette nouvelle culture, il faut regarder les côtés positifs, de créer une génération de gens qui ont envie de créer leur entreprise, même si on n'a pas encore l'idée, et on en crée beaucoup. Et ça, c'est extrêmement intéressant de mettre un environnement qui est bienveillant pour la création d'entreprises et permettre aux gens d'entreprendre dès leur plus jeune âge. Donc ça, je trouve que c'est une vraie révolution en France. Enfin, elle ne date pas d'il y a 150 ans et c'est pas la même dynamique partout dans le monde. Donc je pense que la France, on a fait vraiment beaucoup de progrès là-dessus. Après, effectivement, la question de est-ce qu'on entreprend différemment à 50 ans ou à 25 ans, ou est-ce qu'on peut entreprendre après 50 ans? Quand vous regardez les statistiques, au passage, des entreprises les plus performantes qui ont été créées, beaucoup des créateurs ont plus de 50 ans. Donc c'est aussi un message d'espoir de vous pouvez entreprendre plus tard. Après, moi, il y a un sujet qui m'intéresse un peu plus, mais peut-être un peu moins là, mais il ne faut pas opposer le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise. Parce que la réalité de nos vies aujourd'hui, c'est que nos business models changent de manière extrêmement rapide, puisque les métiers changent, la valeur que vous apportez sur le marché change, elle est challengée tous les jours par des nouveaux modèles. Regardez, les enseignants peuvent être, finalement, vous adressez directement au consommateur final qui est l'élève. Donc vous pouvez être disrupté. Et donc il faut créer aussi des gens qui soient des intrapreneurs. C'est-à-dire comment dans les entreprises, on apprend à laisser aux gens la capacité d'entreprendre.
dans un cadre qui est plus large. Et donc, je pense qu'on a plusieurs façons de le faire. On a de l'expérience, mais moi, je crois beaucoup à l'hybridation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire opposer les catégories, les âges, les formations. Toute l'innovation, en fait, est dans les cas d'usage et dans la collaboration interdisciplinaire et intergénérationnelle. Et je crois que c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui, pour répondre un peu à votre question, c'est qu'on a aujourd'hui dans les entreprises des jeunes, par exemple, qui arrivent et qui sont des digital natifs ou qui savent coder. Il ne faut surtout pas les opposer à ceux qui ne savent pas coder. Mais il faut que ceux qui ne savent pas coder, certains apprennent à le faire, mais comprennent quel est le potentiel du codage. De l'autre côté, je veux dire, coder pour coder, ça ne sert à rien. C'est comme si vous apprenez le français, que vous n'en faites rien. Vous ne parlez pas, vous échangez pas, etc. Donc en fait, l'innovation que l'on voit aujourd'hui, tous les business models, bien sûr, ont utilisé une technologie que peut-être d'autres n'avaient pas la curiosité de faire, mais appliquée à un cas d'usage. Et c'est ce cas d'usage qui est important. Donc, par exemple, sur l'intelligence artificielle... Mais il peut venir par la suite. On peut commencer à coder, puis ensuite avoir une idée d'application. Mais on peut aussi juste comprendre ce que le codage est capable de faire, et surtout se concentrer sur l'idée. Et savoir qu'en fait, il va y avoir des moyens de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant, parce que le codage est plus facile, etc. etc. Donc, en fait, c'est ces passerelles qui sont importantes, de manière à créer l'usage. L'intelligence artificielle, c'est des mathématiques, fondamentalement. Mais l'usage et qu'est-ce qu'on va en faire, notamment dans l'enseignement par exemple, n'a pas besoin de codage. On n'a pas besoin de codage pour créer des usages liés à l'intelligence artificielle. Et pourtant, tout le monde pense que c'est un boulot de mathématicien. Pas du tout. Alors peut-être pour répondre à la question de l'entrepreneuriat, est-ce qu'à 50 ans, vous pourriez entreprendre de la même façon? Vous avez à répondre oui, parce que sinon vous avez un problème dans 20 ans. Ouais, en vous projetant. Non, il y a une différence fondamentale d'insouciance quand on a 20 ans qui, à mon avis, n'a rien à voir, et de plus d'expérience quand on a 50 ans, qui aussi change, j'imagine, la manière dont on le fait. Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours créé ma société. Cartable, c'était ma 3e. Et voilà, j'avais une forme d'insouciance, je vivais encore chez mes parents, je venais de finir mes études, il y a moins de pression financière, pas d'enfants, pas de famille. C'est quand même beaucoup plus... on se lance et puis on réfléchit après, quoi. Alors que j'imagine, voilà, plus le temps passe, on a un travail, on est de mieux en mieux payé, on a des enfants. Et bon, est-ce que j'arrête tout? J'ai plus d'argent et maintenant je lance un business. Il faut quand même une certaine dose de volonté à ce moment-là. Ça, c'est ce que j'ai fait moi. Ouais. Non, mais c'est autre chose, quoi. Ça n'empêche pas du tout de le faire, mais c'est autre chose. Et en même temps, quand on a beaucoup travaillé, on a eu plus d'expérience, on va peut-être penser à des choses où on va faire moins d'erreurs, je sais pas. Donc c'est forcément un petit peu différent. Oui, puis on a un réseau aussi, on connaît des gens, donc ça peut aussi faire gagner du temps pour financer, etc. Mais effectivement, c'est très vrai ce que tu dis. On entreprend, en fait, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, on entreprend avec l'âge qu'on a, avec les forces et les faiblesses qu'on a à cet âge-là, et tout peut marcher. Ok, très bien. Bon, moi, j'avais 40 ans quand j'ai créé ma première entreprise. Oui. Bon. 2 interventions là-bas. Ah, c'était pour lui? Vous leviez la main pour lui. Super. Et il assume cette responsabilité. Qu'est-ce qu'il y a un micro à lui proposer? Monsieur, là, on va attendre un micro parce que comme ça, voilà. Et ensuite, mademoiselle, là-bas. On va lui passer le micro, comme ça vous pourrez intervenir. Bonjour. Votre nom, enfin comment? Je m'appelle Dramé Bassirou. Et je voulais demander comment on fait pour créer une entreprise si on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'apport de départ. Ouais, bah, bravo. C'est une bonne question. Merci pour votre question. C'est quand même la base, enfin une des bases. On verra votre réponse, mais merci. Pour l'instant, gardez le micro si personne n'en veut. Comme ça, si vous voulez continuer d'échanger, vous pouvez. Mademoiselle. Moi, si tu veux une première réponse, moi, personnellement, j'avais... On va peut-être juste entendre l'autre témoignage. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, moi je m'appelle Anaïs, je suis en première année BTS CG, donc comptabilité et gestion. J'avais une question en fait à vous 4. C'est à quel moment que vous vous êtes dit que c'était le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat? Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour que nous, dans nos classes, on soit plus informés sur la codification, le codage? Parce que par exemple, nous, dans nos formations, on n'est pas amenés à en faire. Et c'est intéressant pour tout le monde, quoi. C'est pas, ça dépend pas de la formation de former, quoi, enfin pour codifier ou coder, je sais pas comment on appelle ça. Ok. Voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention. Bon, on a deux très bonnes questions là. Est-ce que le moment, c'est quand on a de l'argent pour lier les deux? Non, c'est pour lier les deux questions. Qu'est-ce qui veut répondre? Nicolas, peut-être? Vous avez. Je pense que pour entreprendre, il faut avoir une bonne idée déjà et une capacité d'exécution. Mais si vous n'avez pas de bonne idée, je pense que si vous trouvez de l'argent, vous allez le dilapider. Après, c'est l'accès à l'argent. Donc effectivement, là, la partie réseau, la partie encadrement, la partie incubation, enfin, on a développé plein de trucs en France. Il y a les stations F, etc., qui sont intéressantes. Et puis avec qui vous allez vous associer aussi pour faire. Donc je pense qu'il y a vraiment matière. Après, il faut demander aux entrepreneurs qui ont levé les fonds, parce que moi, je n'ai pas levé de fonds. Même si on fait venir des investissements quand on est une grande entreprise, il faut aussi avoir de l'argent. Mais ce n'est pas la même dynamique. Mais je pense que l'idée initiale, elle est importante. Quel que soit l'âge, il faut avoir une bonne idée. Pour répondre à monsieur 1, c'est d'abord l'idée, je pense. C'est ça qu'il faut. On va le valider avec les deux entrepreneurs. Et puis, il y a en France, et en Ile-de-France particulièrement, tout un environnement d'accompagnement. Qui permettent à des jeunes entrepreneurs qui ont une idée de se mettre dans un environnement beaucoup plus large avec des gens qui vont les aider à se développer. Effectivement, moi je vais confirmer l'histoire de l'idée. Moi j'ai monté une entreprise, donc j'ai eu l'idée à 39 ans et j'ai vraiment quitté le salariat pour monter ma boîte et prendre des risques parce que j'avais eu cette vision que c'était super important l'apprentissage du code pour les enfants, que ça n'existait pas. Et c'est moi quelque chose qui me meut tous les jours. Et c'est important d'avoir une motivation forte parce que quand vous entreprenez, il faut résoudre plein de difficultés et il n'y a personne pour les résoudre à votre place. Donc il faut être un peu motivé. Donc d'où l'importance de savoir pourquoi on le fait. Après, sur la partie de l'argent, en fait, il faut décomposer le problème. La première chose, c'est est-ce que vous avez de quoi vivre, vous ? La première chose quand vous commencez à monter une boîte, c'est que souvent il va se passer un peu de temps avant que votre entreprise vous rapporte de l'argent. Donc il faut que vous ayez un moyen de vivre pendant ce temps-là, soit parce que vos parents peuvent, soit parce que quand vous avez déjà travaillé, vous pouvez avoir droit à Pôle emploi pendant que vous montez votre boîte. Moi j'ai fait ça, et ça, je crois que Pôle emploi est le premier financeur des entreprises en France. Donc si vous n'avez pas du tout d'argent, vous pouvez d'abord commencer par travailler, ça peut être une façon de le faire. Ou alors vous pouvez, si vous avez une idée qui rapporte directement de l'argent, vous pouvez tout simplement l'activer rapidement, Sarah, au début, elle donnait des petits cours. Je pense que très rapidement... Ouais, tu travaillais en même temps. Donc, tu avais trouvé un moyen de subvenir à tes besoins jusqu'à ce que ton entreprise ramène suffisamment d'argent pour ça. Tout ça, c'est beaucoup de bon sens. Et bien entendu, l'accompagnement. Là, je reviens dessus. Moi, quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, j'ai jamais fait ça. J'ai plein de trucs à apprendre. Et j'ai été dans un incubateur qui s'appelle Paris Pionnière, qui maintenant s'appelle Willa, pour les femmes entrepreneurs, et qui m'a énormément apporté, fait gagner du temps sur résoudre plein de problèmes, parce que du coup, vous avez accès à des gens qui ont déjà été confrontés aux problèmes auxquels que vous rencontrez, qui vont vous aider à le faire. Comment je dépose les statuts, comment je pense mon offre, comment je crée mon site web, etc. Et ça ouvert à tout le monde? Ou est-ce que, là encore, un peu comme dans l'enseignement et après le monde professionnel, il y a des voies qui sont plus faciles que d'autres? Alors, il y a quand même un tissu qui est de plus en plus... D'arrondissements ou de quartiers différents. Est-ce qu'il y a des sélections? Alors, en fait, souvent, la sélection, elle est sur la motivation et sur votre capacité à exécuter, apporter le projet. Après, il y a énormément de dispositifs, ça va dépendre où vous êtes. Il y a des dispositifs pour les étudiants aussi, avec Pépite. Il y a quand même énormément de choses qui ont été développées en Ile-de-France autour de ça. Et indépendamment de ça, moi je le vois à titre personnel, et puis on a beaucoup de collaborateurs, les réseaux sociaux vous permettent d'accéder à peu près à n'importe qui sur la planète. Et il y a beaucoup de gens qui, si l'idée est bien exprimée, qui juste passent un quart d'heure, une heure. Moi, ça m'arrive de temps en temps. M'envoyez pas 150 000 sujets, mais de temps en temps, il y a des gens qui ont dit tiens, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est vrai que moi, je trouve ça hyper enrichissant aussi parce que c'est une acculturation. C'est-à-dire on a la voix et on donne des avis, on donne des coachs. Et il y a des gens qui ont envie aussi de travailler, de contribuer au monde starter et entrepreneur tout en restant salarié la journée. Donc il y a aussi ces passerelles-là qui existent, donc de coach business ou coach technique, qui sont extrêmement intéressants et qui sont moins formalisés, mais tout aussi efficaces. Un petit peu pour conclure, un conseil, tous les trois ? Un message, une conviction, un espoir, une envie Moi, je dirais qu'il faut croire en soi-même et en les autres, et pas hésiter à demander de l'aide, travailler avec les autres. Oui, il faut être assez humble, c'est-à-dire être capable d'écouter beaucoup. Ouais, personne n'a la solution tout seul, ça c'est pas vrai. Comment dire ? Non, c'est une vocation très personnelle, l'entrepreneuriat. Normalement, on s'en rend compte assez tôt. En tout cas, on peut s'en rendre compte assez tôt
Moi, c'était mon cas. En tout cas, il n'y avait vraiment pas d'autre option. Je l'ai su pendant mes études, pendant mes premiers stages. Je savais que je voulais être à mon compte. C'est une solution comme une autre. Je veux dire, c'est génial, effectivement, quand on y est. C'est aussi une vie assez difficile, responsabilisante. C'est pas les mêmes enjeux. Donc il faut déjà bien se poser la question au début, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que je suis très content d'intégrer une structure déjà existante, quitte à être extrêmement proactif et autonome dans mon activité. Mais en tout cas, se poser bien la question avant de commencer, est-ce que c'est vraiment ce genre de vie dont j'ai envie? Et ensuite, est-ce que j'ai un projet, et là je rejoins vraiment Claude sur ce sujet, est-ce que j'ai un projet qui m'anime, qui me ressemble et qui va me motiver tous les jours? Parce que ça va être une vie semée d'embûches. Et pour être capable de les surmonter, il faut avoir vraiment confiance dans ce qu'on a à apporter dans le secteur qu'on a choisi. Nicolas Sekaki. Moi, je voudrais porter un message très positif parce que je pense que ces rencontres sont extrêmement importantes parce qu'il ne faut pas opposer les mondes. Moi, je trouve que les enseignants ont ouvert leurs portes et je pense que les entreprises ont aussi la volonté d'ouvrir leurs portes, aussi bien de manière à pouvoir voir comment, face à cet inconnu qui nous adresse tous, qui est de dire en quoi le numérique va transformer nos vies, en quoi l'intelligence artificielle va changer nos vies. En fait, on se rend compte au cœur du sujet qu'on parle de curiosité, on parle de compétences. Et ces sujets-là nous réunissent. Et c'est aussi un sujet sociétal. Et donc, on doit contribuer. Et le meilleur moyen de contribuer, c'est effectivement d'innover et de piloter. Je pense que l'expérimentation est importante. Partager, comprendre les attentes. Vous savez, on a souvent avoir eu une dichotomie entre l'enseignement et puis le monde économique. Il ne fallait pas que l'un pollue l'autre. Mais la réalité, on est aussi en train d'enseigner les gens pour leur permettre d'accéder au monde du travail, qu'ils soient entrepreneuriat ou qu'ils soient intrapreneuriat. C'est la même chose, c'est les mêmes sujets. Donc moi, je trouve que c'est hyper encourageant. De la même façon, il ne faut pas opposer entrepreneur et se dire, si je rentre dans une entreprise normale, je ne suis pas un entrepreneur. Ce sont les mêmes caractéristiques. Vous ne jouez pas avec le même argent. Des fois, c'est le vôtre, sachant que de temps en temps, vous travaillez dans une start-up, vous n'êtes pas le patron de la start-up non plus. Mais je pense que moi, par exemple, je trouve que dans une grande entreprise, j'ai une liberté que je n'aurais pas si j'étais dans une start-up. Parce que ça me permet de faire des choses plus grandes, parce qu'entre guillemets... J'ai peut-être le patron aussi. Non, mais même quand j'étais pas patron, je me suis senti libre, même quand j'étais commercial, parce qu'effectivement, je jouais pas avec mon argent. C'est quand même des fois un peu plus simple, et forcément, vous jouez pas avec votre argent, donc vous êtes capable des fois d'entreprendre beaucoup plus, de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus volonté, parce que justement, vous n'avez pas cette notion de... C'est pas votre argent. Par contre, vous êtes jugé, c'est vous l'investi aussi. Si vous le perdez, oui. Voilà. Donc moi, mon message d'espoir, c'est il y a des passerelles, il y a une volonté. N'opposons pas ces mondes-là. On a beaucoup de choses à apprendre. On fera aussi beaucoup d'échecs, mais il faut aussi qu'on arrive à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos témoignages.